Merci à mon tour. Je remercie infiniment Christiane Denahu pour l'invitation. Je suis honorée d'être ici et je vous propose de travailler de réfléchir autour de l'écriture scolaire pour étudier le lien entre enseignement-apprentissage et étudier ce lien à travers le prisme d'une écriture qu'on pratique quotidiennement en France et qu'on appelle couramment la trace écrite. Et il semble qu'on puisse faire des liens entre cette écriture quotidienne, ordinaire, si quotidienne, si ordinaire qu'elle est parfois impensée. Le lien donc entre cette écriture-là et ce qui nous rassemble, les fondamentaux, les apprentissages fondamentaux, c'est-à-dire, alors ce qui est fondamental, c'est ce qui sert de fondement, ce qui sert de base à un système et à un ensemble, d'après le Trésor de la langue française. C'est aussi ce qui concerne l'essentiel, le fond de quelqu'un ou de quelque chose. Et du coup, si ça sert à un système, on a une dimension collective du fondamental, et puis du point de vue du quelqu'un, on a la dimension individuelle du fondamental. Il y a un aspect multidimensionnel, me semble-t-il. Et je vous propose une approche plutôt didactique, c'est-à-dire d'entrer par la trace écrite, mais aussi par les disciplines, donc des usages de l'écriture en discipline scolaire, et une approche dynamique, c'est-à-dire en nous intéressant plutôt à l'écriture qu'à l'écrit lui-même, en y lisant des relations entre enseignement et apprentissage. Donc voilà, trace écrite et fondamentaux, quel lien? Et vous pouvez voir que donc, je travaille au sein du laboratoire CREM à l'ESP de Lorraine et à l'Université de Lorraine, mais les travaux que je vais vous présenter sont également en lien avec un lieu d'éducation associé que j'ai la chance de piloter autour des traces écrites. Donc je vais vous en reparler, d'où le logo de l'IFE également. Donc voilà ce que c'est qu'une trace écrite. Celle-ci date de 1963. Il y avait un nom, mais je l'ai enlevé. Et j'ai recueilli cette trace écrite au musée, dans un musée d'éducation, au musée Aubois de l'éducation. Donc c'est un écrit qui figure dans un cahier, support scolaire traditionnel, ancien, et on y voit la main de l'élève. C'est écrit de la main, alors peut-être pas de la main de l'auteur, mais de la main du propriétaire du cahier, c'est déjà ça. Et bon, on a un support tout à fait scolaire, tout à fait classique, dans lequel on voit une dimension donc individuelle de la main de son propriétaire, mais aussi collective, et on est en classe de cours élémentaire comme c'est indiqué. Et puis ce cahier-là, c'est pas un cahier particulier, c'est un cahier de devoirs mensuels. Le cahier de devoirs mensuels a été demandé par un arrêté du 18 janvier 1887. Oui, on est vraiment dans une tradition très ancienne. C'est pas d'aujourd'hui. Deuxième cahier, c'est un cahier de roulement. Alors là, vous avez la première page. Alors l'enseignant avait copié les noms de famille et les prénoms des élèves. Le cahier de roulement a également été demandé. Alors là, c'est une circulaire du 13 janvier 1895. On est quand même dans une même période où on demande aux enseignants de faire écrire tour à tour à un élève nouveau ce qui se fait dans la classe toute la journée. Et ça permet de suivre l'avancée individuelle et collective du travail de la classe. Bon, certains chercheurs qui ont utilisé ces supports-là ont signalé que tout de même, on remarquait qu'il y avait des élèves qui revenaient. On a aussi dénoncé quelques pratiques, quelques petites tricheries où on demandait à l'élève de recopier ensuite bien soigneusement au calme et non pas dans le rythme de l'activité de la classe, une fois que tout était toiletté. Bon. Mais enfin, on trouve cette oscillation entre la part individuelle et la part collective. Donc, vous voyez, les fondamentaux prennent appui sur ces deux éléments-là. Et bon, voilà, l'intérieur de ce cahier,
On y trouve toutes les disciplines scolaires, mais on y trouve bien les disciplines scolaires avec... alors là, ce cahier-là date de 1923. Hein, donc vous noterez les textes de morale. Il faut toujours obéir aux grandes personnes car elles nous donnent de bons conseils. Je vous laisse méditer. Voilà, qu'est-ce qui est travaillé ici? Oui, la langue, c'est vrai, mais les langages aussi. On a ici une carte de géographie qui montre un usage de la langue tout à fait spécifique. Voilà, travailler les fondamentaux dans les disciplines, vous voyez que là, on a un contenu qui s'enrichit énormément, qui se densifie terriblement. C'est une vraie question pour l'enseignement, pour l'apprentissage et pour la formation. Alors, élément de contexte avant de poursuivre. Alors, un élément de contexte pour la recherche. Donc, cette recherche s'inscrit dans un lieu d'éducation associé qui donc travaille en circuit court recherche-classe, puisque on a commencé l'année dernière et on a commencé par se demander tous, alors tous c'est des enseignants du premier degré, des enseignants du second degré, des inspecteurs de l'éducation nationale, des chefs d'établissement du secondaire, de collège essentiellement, parce qu'on a un cycle 3, articulation école-collège, des conseillers pédagogiques, des enseignants d'école et de collège, et également des étudiants qui sont en master MEF et qui travaillent avec nous et conduisent leur mémoire autour du projet, autour, en marge, au sein de, enfin voilà. Donc un circuit court parce qu'on part des pratiques enseignantes et puis ensuite avec la recherche on vient outiller la relecture de ces documents et les enseignants essayent de nouvelles choses et finalement le chercheur, la chercheuse en l'occurrence court parfois derrière les enseignants. C'est assez fascinant. C'est une recherche collective où nous sommes tous chercheurs, même si le statut n'est pas le même, et tous apprenants. Autre élément de contexte, un contexte de réforme où il est préconisé que la formation des enseignants, notamment au premier degré, nécessite une très forte part réservée aux fondamentaux, les fondamentaux dont il a déjà été question dans d'autres générations de programmes assez récentes. 55% de français et de mathématiques, oui, mais vous voyez, avec le cahier de roulement, on n'a pas que du français. Et pourtant, il est bien question de langue, de langage et d'écriture. Alors, comment étudier les traces écrites ? La trace écrite, une petite définition, c'est ce que l'enseignant décide de faire consigner à ses élèves dans les carnets, cahiers, classeurs et autres supports. Voilà, ça fait une définition basique. Pour les étudier, donc, la trace écrite, c'est un écrit, mais qui naît d'une écriture. Cette écriture s'installe dans une séance de classe qui peut être du français, des mathématiques. D'ailleurs, dans notre Léa, on a des collègues de mathématiques, des collègues d'histoire-géographie et de français et des collègues polyvalents, du premier degré. Et puis, ça s'inscrit aussi dans un autre contexte, un contexte institutionnel. On est à l'école ou au collège. Et finalement, vous voyez, verticalement, ce schéma, il représente un peu le feuilletage qui constitue l'activité enseignante. Et dans une première recherche, j'avais étudié la trace écrite du point de vue de l'activité enseignante. Et dans le cadre du Léa, les collègues ont dit « Ah ben nous, ce qu'on voudrait chercher, c'est du côté des élèves. On voudrait bien savoir ce que les élèves en pensent. » Ce qui est assez paradoxal, puisque moi je leur ai dit « Mais vous passez la journée avec eux et vous ne leur avez pas demandé ?» Ah oui, mais justement, ce détour par la recherche permet de prendre le temps, peut-être aide à légitimer la question et nous aide à réfléchir ensemble. Et ce schéma peut se lire horizontalement, c'est-à-dire que la trace écrite, elle s'écrit dans une temporalité particulière et finalement la genèse de cet écrit peut coïncider par points avec la genèse du travail scolaire. La trace écrite, elle prend
naissance dans la solitude du bureau de l'enseignant, et parfois elle s'enracine jusque dans sa formation initiale et même ses pratiques extrascolaires, hein, bien avant. Et puis elle va jusqu'au moment où on quitte la classe, on a mis un écrit au point, plus ou moins finalisé, et qu'on peut comparer à une publication, si bien que ça nous autorise une approche génétique de la trace écrite. Alors là, je mets la focale sur deux aspects. La trace écrite comme occasion d'écriture, comme trace d'écriture scolaire, et la trace écrite comme trace d'activité didactique. Souvent, on écrit dans le cahier, pas seulement, hein, mais il y a un moment un peu solennel où on institutionnalise à la fois le savoir en jeu, on le pointe, hein, c'est le geste d'enseignement dans le multi-agenda de Bucheton et Soulet. Et puis, en même temps, c'est le moment où on institutionnalise, pour reprendre Rousseau, l'élève, instituo. C'est-à-dire, voilà, l'élève est détenteur ou potentiellement va devenir détenteur du savoir en jeu. Et donc, l'écriture de la trace écrite peut être une occasion de construire la classe en communauté discursive, en communauté de discours partagés, de manière d'agir, de penser, d'écrire et de parler commune. Et donc, ce qui peut être en jeu, là, c'est la construction de ce que Reuter et puis toute son équipe lilloise appellent la construction du sujet didactique. Hein, la référence est le dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques. Puisque la définition qu'il donne, c'est qu'il y a une construction, le sujet didactique, c'est l'élève en tant que sujet didactique, se définit sur le plan de la situation institutionnelle. Il est à l'école, son discours n'est pas le même qu'ailleurs. Il se définit de façon pédagogique, il est là l'apprenant, celui qui fait les exercices, qui se prête aux activités. Et puis, une construction disciplinaire. Selon la discipline dans laquelle il est, il ne fera pas le même usage de la langue et des langages. Et avec la trace écrite, on peut viser un positionnement de l'élève, un positionnement énonciatif et discursif de l'élève dans le discours de la classe. C'est-à-dire qu'il va pouvoir donner à voir à l'enseignant son degré de conscience disciplinaire. Vous voyez, je pense à une recherche pour essayer d'illustrer le propos. Des géographes avaient demandé, des géographes rémois, je connais bien, avaient demandé à des élèves de commenter un paysage. Et quand les élèves de 6e voyaient une prairie, ou de l'herbe, ou un pré, les élèves de 3e commençaient à voir une plaine. C'est-à-dire que, vous voyez, le discours disciplinaire, la didactique, la conscience disciplinaire peut apparaître avec des usages lexicaux, donc des traces précises. Et donc, en amenant les élèves à réaliser des performances didactiques, eh bien, on peut arriver à voir où ils en sont et puis à mettre en œuvre un étayage qui puisse les accompagner. D'où l'intérêt de la reformulation, de manière à ce que, vous voyez, quand on a vu les cahiers, j'ai bien dit, c'est décrit de la main du propriétaire du cahier. Mais qui est l'auteur de tous ces cahiers ? Là, à chaque fois, il faut y passer un petit peu de temps pour chaque trace écrite. Et peut-être bien que l'élève peut être auteur, bon, soit, mais il ne sait pas tout, il apprend, c'est un peu compliqué, un peu délicat. Puis l'enseignant est garant, alors il ne peut pas non plus tout laisser écrire. Il est obligé de trouver des solutions pour rester le garant. Par contre, il peut faire de l'élève un co-énonciateur. Il le fait très bien à l'oral, hein, dans les séances dialoguées, avec des petits trucages des fois pour faire dire aux enfants ce qui est écrit dans la fiche de préparation. Mais bon, voilà, ça fait partie du métier aussi. Mais il peut aussi proposer à l'élève de devenir éditeur. Il y a un concept doctorialité éditoriale qui me paraît très intéressant à mobiliser pour lire les écrits scolaires. Et vous voyez bien que dans ce qui est simplement un geste de reformulation, eh bien, sont en jeu des compétences
de maîtrise de la culture de l'écrit, littératie, vous écrirez comme vous le souhaiterez. Et puis, par ce biais-là, par cet usage-là de la langue, eh bien, on peut amener les élèves à secondariser le savoir. Alors, bon, je vous ai montré des cahiers anciens, j'en ai de plus récents au magasin, donc je vais vous les montrer. Oui, ce qui est important dans le schéma juste avant, mais ça va marcher là aussi, c'est que derrière Reuter, là, toute cette équipe, là, dans le dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques, on peut lire que le sujet didactique est loin d'être figé. Il se transforme en référence à la temporalité d'une relation didactique au sein de laquelle il occupe une position particulière face à des objets de savoir déterminés. C'est-à-dire que l'enfant, le collégien, l'adolescent, a des connaissances extrascolaires, des expériences extrascolaires, et lorsqu'il est ici, eh bien, il amène ces éléments-là. Et dans le cahier, dans les moments de reformulation, et au fil du temps de la séance et de la séquence, eh bien, il va y avoir des déplacements. Et on voit bien avec le cahier d'expérience, ici, qu'on a un élève qui a fait des observations sur une expérience une semaine, donc ça date de novembre 2018, ça. Et puis, la semaine suivante, on l'a invité à redessiner l'état des produits qui ont été mis en observation, mais aussi à faire évoluer ces représentations. Alors, c'est une piste. Quand on compare plusieurs cahiers d'expérience de la même classe, du même jour, il y a énormément de similitudes. Donc, on a encore un collectif qui est très présent. Mais vous voyez, c'est une piste pour bien montrer qu'on travaille la langue et ce qu'on appelle les fondamentaux. Et on entend souvent français, mais là, on a bien lexique de la discipline, langue de la discipline, discours de la discipline en sciences. Autre cahier, ça c'est un journal des apprentissages. Les enseignants du LIA m'ont dit « Oh là là, le journal des apprentissages, on va essayer, etc. » Alors je dis « Ah oui, je voudrais bien voir le journal des apprentissages. » Puis en fait, j'ai des enseignantes qui n'ont pas, dans notre équipe, il y en a une qui avait bien théorisé ça, elle s'était préparée elle-même, elle avait décidé. Donc voilà, ça nous intéressait de voir. Et puis finalement, elle n'a pas commencé. Elle a besoin d'y réfléchir. Et puis il y en a d'autres qui ont mis en œuvre. Certains sont un peu mal à l'aise, puis d'autres non. Là, vous avez le 11 janvier 19, là, une leçon autour des quadrilatères. Alors, je ne prends pas de risque en didactique des mathématiques et de la géométrie. Mais ce qui me paraît intriguant, intéressant, passionnant, c'est qu'on a, au milieu de cette petite page-là, moi, le losange, moi je dis que le losange, le est parti parce que certainement la concentration n'a pas permis de penser à tout, c'est un peu comme un carré, sauf qu'il n'a pas d'angle droit. Le D' a disparu aussi, mais voilà. On a bien là le lexique de la discipline et on a un moi-je, une énonciation, mais qui s'inscrit dans le discours didactique, dans le discours de la discipline. Dernier exemple, c'est bon ? Là, c'est un collègue de mathématiques. Ouais. C'est un collègue de mathématiques qui propose à ses élèves de fabriquer des problèmes de mathématiques pour les faire faire aux autres. Une fois qu'on a bien compris, on peut fabriquer son exercice et on le fera faire aux autres. Et, eh bien, si vous voulez, propose-t-il, on pourrait faire un document interactif. Et puis ensuite, on pourrait le poster, et puis n'importe qui pourrait faire nos exercices, vos exercices. Oui. Mais alors, ça suppose qu'on prévoit la réponse. Donc, vous voyez, réponse possible, c'est des QCM. Donc, en termes de rédaction, là, il y a un travail pragmatique de prise en compte des objets disciplinaires, en termes de contenu, mais aussi de prise en compte du lecteur, qui est énorme. Et on prévoit aussi un message au cas où l'élève se trompe. Donc il y a une énorme contrainte éditoriale.
et les élèves font ce travail-là. Et ce qui est assez surprenant, c'est que le collègue de mathématiques publie ce document en l'état. C'est-à-dire que sur son site, il publie des écrits de la main de leurs auteurs. Et là, les élèves sont vraiment auteurs. Et il s'est amusé à dire, tiens, est-ce que vous pouvez deviner? Ici, on a un enseignant à la retraite qui a proposé une activité, un élève qui a proposé une activité, l'enseignant de la classe qui a proposé la sienne, et puis il y a un autre exemple où on a un élève qui a fait son exemple, et puis il y a eu une annotation de l'enseignant. Et vous voyez que là, on a les traces, non seulement de la construction didactique des élèves, des performances didactiques, de la conscience disciplinaire, mais aussi du dialogue. On l'a ici entre l'enseignant et l'élève, puisque l'enseignant a ajouté un petit élément dans la consigne. L'enseignant est numérisé, n'a pas voulu laisser sa trace manuscrite, c'est souvent. Et puis, ici, c'est l'enseignant à la retraite. Donc, vous voyez, on a tous ces éléments-là, avec l'expression d'une temporalité didactique, y compris dans cette trace-là. Et finalement, ce qu'on voit pointer, c'est une écriture d'un soi apprenant, une énonciation de l'apprenant. Donc voilà, peut-être qu'on pourrait penser à un concept de type octorialité apprenante, vous voyez. Voilà. En tout cas, c'est là-dessus que je travaille en ce moment. Alors, dans Léa, on a proposé une schématisation pour produire un outil qui permettra aux collègues de se positionner. Donc on s'est dit, voilà, il y a l'objet de savoir qui est au centre, mais la trace écrite, ça peut être plutôt quelque chose pour la mémoire ou plutôt un écrit de travail. Et puis c'est plus ou moins une trace écrite du travail de l'élève ou plus ou moins une trace écrite du travail de l'enseignant. Et on a réparti tous les cahiers, les écrits qu'on a pu voir ici ou là. Alors j'ai mis en un peu plus gras les cahiers que je vous ai montrés, cahiers... je ne donne pas de détails parce que j'ai moins de 5 minutes. Et finalement, on se rend compte que ces cahiers-là peuvent s'installer sur l'axe chronologique de la séance, qui exceptionnellement n'est pas horizontal, mais vertical, ou oblique. On va de la découverte vers l'institutionnalisation. Et ce qui est très important, c'est que ce modèle, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut venir compléter d'autres modèles de l'activité enseignante prévus en lien avec l'activité des élèves, du jeton saoulé, puisque ce qui est intéressant, ce qui est utile dans ce travail, c'est la médiation enseignante. C'est la médiation. Et cette médiation, elle arrive en amont du travail. On peut prendre une trace écrite qui fasse date, qui donne un point de départ, puis ensuite penser la trace écrite en termes d'accompagnement, de suivi. Et là, on a tout un axe qui s'ouvre. On va peut-être pouvoir prolonger notre Léa de 3 ans. C'est un peu le but. Puisqu'on a tout un pan qui s'ouvre vers une utilisation de la trace écrite vers l'éducation inclusive, l'attention aux différences, et puis vers un outillage autour des genèses d'apprentissage des élèves. Et puis on a une autre catégorie de la trace, qui est la trace finale, qui serait l'évaluation, mais là, il n'y a plus de médiation. Donc ça nous intéresse un petit peu moins. Et on voudrait s'intéresser, non pas, alors, je propose des dénominations, c'est en cours. La première pourrait s'appeler date, puisque c'est la découverte et l'apprentissage par la trace écrite. La dernière, c'est le score, c'est le suivi, la certification, et qui va essayer d'objectiver la réussite de l'élève. Et on se focalise plutôt sur la trace type tempo, c'est-à-dire la trace écrite, mais dans laquelle il y a une médiation pédagogiquement orientée, c'est-à-dire sans arrêt l'aller-retour entre montre-moi ce que tu apprends, montre-moi comment tu le dis, comment tu l'écris, et puis je vais t'accompagner pour consolider tout ça. Pour conclure, ça me paraît vraiment, ça nous paraît intéressant avec les collègues d'étudier ces liens traces écrites et apprentissages fondamentaux, en se disant que finalement le fondamental, c'est
ce mouvement, ces déplacements qui passent par des activités linguistiques et langagières que sont le lire, l'écrire, le réécrire, le relire, et ça, ad libitum, comme on écrit dans les partitions. C'est-à-dire que la trace écrite, souvent, on la pense comme prospective pour aller vers la certification finale, et on a tendance à oublier que partout ailleurs qu'à l'école, la trace, elle est rétrospective. Elle permet de retrouver d'où on vient. Et c'est quand on sait d'où on vient qu'on peut avoir une idée d'où on va. Et donc, ça peut être un support pour fonder le socle commun, là on est bien dans le fondamental, mais le fondamental collectif, et la construction individuelle. Mais ça nécessite non pas le culte du cahier tel qu'on l'a vu et qui finalement n'évolue guère, mais bien une approche dynamique, temporelle, inscrite dans les didactiques, et pas seulement dans le français, personnelle et collective.